retrouver une méditation quotidienne sur l'application Le Monastère. Il y a des jours où l'on sent que quelque chose en soi est arrivé à sa limite. Ce n'est pas exactement de la fatigue, bien que la fatigue soit là. Ce n'est pas exactement du stress, bien que le stress soit présent. C'est autre chose, quelque chose de plus diffus et de plus total. Une sensation d'être rempli jusqu'au bord, sans espace pour quoi que ce soit de plus. Comme un vase dans lequel on aurait versé sans relâche et qui maintenant menace de déborder à la moindre goutte supplémentaire. Cette sensation se manifeste parfois au réveil, avant même que la journée n'ait commencé, comme si le sommeil n'avait rien vidé, rien restauré. Elle se manifeste parfois au milieu d'une conversation, quand soudain les mots de l'autre deviennent du bruit, quand l'attention se dérobe malgré tous les efforts pour la maintenir. Elle se manifeste parfois devant une proposition qui devrait réjouir, une invitation, une opportunité, une bonne nouvelle, et qu'on ne parvient pas à accueillir parce qu'il n'y a plus de place. Même ce qui est bon ne peut plus entrer. La coupe est pleine. Cette saturation a une qualité particulière. Elle n'est pas localisée dans le corps ou dans l'esprit. Elle est partout à la fois. La tête est encombrée de pensées qui tournent sans trouver de résolution. La poitrine est serrée par une tension sourde. Les épaules portent un poids invisible. Peut-être vous reconnaissez-vous dans ces mots. Peut-être vivez-vous en ce moment même cette sensation de trop-plein. Si c'est le cas, sachez d'abord que c'est normal. Vous êtes simplement humain, avec des limites humaines, dans un monde qui semble avoir oublié que ces limites existent. Le trop-plein n'est pas un échec personnel. C'est souvent la conséquence prévisible de conditions qui dépassent ce qu'un être humain peut raisonnablement absorber. Mais d'où vient tout ce qui nous remplit ainsi ? Nos ancêtres, il y a quelques générations à peine, vivaient dans un monde où l'information était rare. Un journal par jour peut-être, quelques lettres par mois, les nouvelles du village transmises de bouche à oreille, le reste était silence, espace, lenteur. Aujourd'hui, en une seule journée, nous recevons plus d'informations qu'ils n'en recevaient en une année entière. Notre cerveau, façonné par des millénaires d'évolution dans un environnement calme, se retrouve plongé dans un torrent qu'il n'est pas équipé pour traiter. Nous ne sommes pas faits pour cela. Personne ne l'est. Mais le trop-plein n'est pas seulement externe. Il est aussi fait de tout ce qui s'accumule en nous sans être digéré. Les pensées qui reviennent en boucle parce qu'elles n'ont jamais trouvé de résolution. Les émotions que nous avons mises de côté faute de temps pour les traverser. Les conversations inachevées qui continuent de tourner dans notre tête. Les décisions reportées qui pèsent d'eau comme des dettes. Les projets en suspens qui occupent un coin de notre esprit sans avancer. Tout cela prend de la place. Tout cela remplit le vase, goutte après goutte, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de marge. C'est comme une maison où l'on entrerait chaque jour avec de nouveaux objets, sans jamais rien jeter. Au début, il y a de la place. On trouve des coins, des tiroirs, des étagères, puis les espaces se remplissent. On commence à empiler, on ferme des portes sur des pièces devenues impraticables, on circule de plus en plus difficilement dans sa propre demeure. Et un jour, on réalise qu'on ne peut plus bouger, que chaque geste déplace quelque chose, que l'espace vital a disparu sous l'accumulation. Et puis, il y a ce que nous accumulons nous-mêmes, parfois
sans nous en rendre compte, les engagements que nous prenons par obligation ou par peur de décevoir, les possessions que nous gardons par habitude ou par crainte de manquer, les identités que nous maintenons par loyauté envers un passé qui n'est plus, les attentes que nous portons sur ce que notre vie devrait être. Tout cela aussi remplit, encombre, sature. Le vase déborde de ce que nous avons reçu malgré nous et de ce que nous y avons versé nous-mêmes. Lao Tzu observait déjà ce paradoxe fondamental de l'existence humaine. Il remarquait que nous accordons toute notre attention à ce qui est plein, à ce qui est visible, à ce qui est tangible, et que nous négligeons ce qui est vide, ce qui est invisible, ce qui est espace. Pourtant, disait-il, c'est le vide qui rend les choses utiles. On façonne l'argile pour en faire un vase, mais c'est le vide intérieur qui permet au vase de contenir. On perce des portes et des fenêtres dans une maison, mais ce sont ces ouvertures qui la rendent habitable. Cette observation est si simple qu'elle peut sembler banale, et pourtant elle contient une sagesse que nous oublions sans cesse. Nous passons notre vie à remplir comme si la valeur résidait dans le plein. Nous mesurons notre richesse à ce que nous possédons, notre importance à ce que nous faisons, notre intelligence à ce que nous savons. Plus nous avons, plus nous faisons, plus nous savons, et mieux c'est. C'est du moins ce que nous croyons. Mais le vase sans vide intérieur n'est qu'un bloc d'argile. La roue sans moyeu creux n'est qu'un disque inutile. La maison sans ouverture n'est qu'un tombeau. C'est l'espace qui permet le mouvement. C'est l'absence qui permet la présence. Un maître ancien racontait l'histoire d'un érudit qui vint un jour le consulter sur la voie de la sagesse. L'érudit était brillant, cultivé, bardé de connaissances. Il parla longuement de tout ce qu'il avait lu, de toutes les philosophies qu'il avait étudiées, de toutes les questions qu'il se posait. Le maître l'écouta en silence, puis proposa de servir le thé. Il remplit la tasse de son visiteur et continua de verser alors que la tasse débordait, que le thé se répandait sur la table, coulait sur le sol. L'érudit s'exclama « Mais que faites-vous ? La tasse est pleine, elle ne peut plus rien contenir. » Le maître reposa la théière et dit doucement « Comme cette tasse, vous êtes plein de vos opinions, de vos certitudes, de vos connaissances. Comment pourrais-je vous montrer quoi que ce soit si vous ne commencez pas par vider votre tasse ?» Cette histoire ne parle pas seulement d'humilité intellectuelle, elle parle de la condition préalable à toute réception, à tout apprentissage, à toute transformation. Tant que nous sommes pleins, rien de nouveau ne peut entrer. Tant que notre vie déborde, aucune grâce n'a de place pour s'y glisser. Le trop-plein n'est pas seulement inconfortable, il est un obstacle à tout ce que nous cherchons vraiment. L'amour ne peut pas entrer dans un cœur saturé de ressentiment. La paix ne peut pas s'installer dans un esprit encombré de soucis. La joie ne peut pas fleurir dans une vie où il n'y a pas d'espace pour elle. Transposé à nos existences, cela signifie que ce n'est pas ce que nous accumulons qui fait notre richesse, mais l'espace que nous préservons pour vivre. Une journée remplie d'activités du matin au soir, sans une minute de pause, n'est pas une journée riche, c'est une journée saturée, où rien n'a vraiment le temps d'être vécu. Un esprit bourré de connaissances et d'opinions, sans espace pour le doute et l'émerveillement, n'est pas un esprit cultivé. C'est un esprit encombré, incapable de recevoir quoi que ce soit de nouveau. Une vie pleine de possessions, de relations, de projets,
sans espace pour le silence et la solitude, n'est pas une vie pleine. C'est une vie qui étouffe sous son propre poids. Alors pourquoi remplissons-nous ainsi? Pourquoi cette compulsion à combler chaque vide, à occuper chaque espace, à saturer chaque silence? La réponse, au fond, est peut-être simple. Nous avons peur. Peur du vide lui-même. Peur de ce que nous pourrions y trouver ou ne pas y trouver. Le vide nous confronte à nous-mêmes. Quand il n'y a plus rien à faire, plus rien à regarder, plus rien à écouter, nous nous retrouvons seuls avec ce que nous sommes. Et cette rencontre peut être inconfortable. On découvre des pensées qu'on préférait éviter. On sent des émotions qu'on avait soigneusement enfouies. On voit des vérités sur sa vie que l'agitation permettait d'ignorer. Le vide est un miroir et nous n'aimons pas toujours ce qu'il nous montre. Un homme qui avait passé sa vie dans l'hyperactivité tomba malade et fut contraint au repos. Les premiers jours furent un supplice. Il ne supportait pas le silence de sa chambre, le temps qui s'étirait, l'absence de choses à faire. Il demandait sans cesse qu'on lui apporte de quoi s'occuper, des livres, un téléphone, n'importe quoi. Puis progressivement, quelque chose changea. Dans ce vide forcé, des souvenirs commencèrent à remonter. Des émotions qu'il n'avait pas laissé s'exprimer depuis des années. Des questions qu'il avait fuies toute sa vie. Des larmes aussi, qu'il n'avait jamais versées. Cette rencontre avec lui-même fut douloureuse, mais elle fut aussi le début d'une transformation. Plus tard, il dira que cette maladie avait été le plus grand cadeau de sa vie, parce qu'elle l'avait forcé à s'arrêter et à se retrouver. Il y a aussi la peur de manquer. Si l'agenda n'est pas rempli, on va rater des opportunités. Si on ne garde pas ces objets, on en aura peut-être besoin un jour. Si on ne maintient pas ces relations, on va se retrouver seul. Si on ne reste pas informé de tout, on va être dépassé. Cette peur de manquer nous pousse à accumuler bien au-delà de nos besoins réels, comme si le surplus était une assurance contre l'incertitude de la vie. Mais cette assurance est illusoire. Les objets que nous gardons au cas où finissent par nous encombrer plus qu'ils ne nous servent. Les relations que nous maintenons par peur de la solitude nous épuisent souvent plus qu'elles ne nous nourrissent. Les informations que nous accumulons compulsivement créent plus d'anxiété que de sécurité. Le surplus ne nous protège pas. Il nous alourdit. Et plus nous portons lourd, moins nous sommes capables de bouger, de nous adapter, de saisir ce qui compte vraiment. Et puis, il y a la peur de l'ennui, qui est peut-être une forme déguisée de la peur de soi-même. Nous avons perdu l'habitude de ne rien faire. L'inactivité nous rend nerveux, coupables, mal à l'aise. Nous avons besoin d'être stimulés en permanence, comme si notre existence ne pouvait se justifier que par un flux constant d'activité et de consommation. Le simple fait d'être là, sans rien faire de particulier, est devenu presque impossible. Un moment d'attente et immédiatement, la main cherche le téléphone. Un trajet en silence et immédiatement, on allume quelque chose. Une soirée sans programme et immédiatement, l'angoisse monte. Mais cette fuite nous épuise. Elle consomme une énergie considérable, cette vigilance constante pour éviter le silence, cette course permanente pour combler chaque espace. Et elle ne fonctionne pas vraiment. Le vide que nous fuyons nous rattrape toujours dans l'insomnie de 3 heures du matin, dans l'angoisse soudaine qui nous saisit sans raison apparente, dans cette sensation de trop-plein qui est peut-être, paradoxalement, le signe d'un vide plus profond
que nous n'avons jamais osé regarder en face. Car il y a deux sortes de vide. Il y a le vide que nous fuyons, celui qui fait peur, celui qui confronte, celui qui révèle ce que nous préférons ne pas voir. Et il y a le vide que nous pourrions habiter, celui qui repose, celui qui régénère, celui qui ouvre un espace pour que quelque chose de nouveau puisse naître. Ces deux vides ne sont pas différents en nature. Ils sont le même vide, vécu différemment. L'un est subi et résisté, l'autre est choisi et accueilli. La différence n'est pas dans le vide lui-même, mais dans notre relation à lui. Quand un vase déborde, la solution n'est pas de trouver un vase plus grand. La solution est de cesser de verser. Cette évidence devrait nous guider, et pourtant, nous faisons souvent le contraire. Nous cherchons à augmenter notre capacité plutôt qu'à réduire l'afflux. Nous voulons devenir plus efficaces, plus résistants, plus capables de gérer, comme si le problème était notre insuffisance et non l'excès qui nous assaille. L'industrie du développement personnel regorge de promesses en ce sens. Comment faire plus en moins de temps? Comment gérer son stress pour en supporter davantage? Comment optimiser son sommeil pour avoir besoin de moins de repos? Comment devenir une meilleure machine en somme? Mais nous ne sommes pas des machines, et même les machines ont des limites au-delà desquelles elles cassent. Nous ne sommes pas insuffisants, nous sommes simplement finis. Il y a une quantité maximale de stimulation, d'information, d'engagement, d'émotion que nous pouvons traiter. Au-delà de cette limite, nous saturons. Et la sagesse n'est pas de repousser sans cesse cette limite, mais de la connaître et la respecter. De l'honorer comme on honorerait un ami qui nous dit la vérité. Créer de l'espace ne se fait pas en ajoutant quelque chose. Cela peut sembler évident, mais nous l'oublions constamment. Nous ne pouvons pas ajouter du vide. Nous ne pouvons pas acquérir de l'espace. Nous ne pouvons pas acheter du silence. L'espace se révèle quand on retire ce qui l'encombrait. Le vide apparaît quand on cesse de remplir. Le silence émerge quand on éteint le bruit. Ce n'est pas une construction, mais un dévoilement. Ce n'est pas une acquisition, mais un lâcher-prise. Un sculpteur à qui l'on demandait comment il créait ses œuvres répondit « Je ne crée rien. La statue est déjà dans le bloc de marbre. Je me contente de retirer ce qui l'empêche d'apparaître. » Cette réponse contient une sagesse profonde. Nous ne créons pas l'espace en nous. Il est déjà là, sous les couches d'encombrement. Notre travail n'est pas d'ajouter, mais de retirer. Pas de construire, mais de dégager. Pas d'acquérir, mais de laisser partir. Ce retrait peut concerner les choses les plus concrètes. Les objets que nous gardons sans utilité et qui encombrent notre environnement et par extension notre esprit. Les vêtements que nous ne portons plus, les livres que nous ne lirons jamais, les appareils qui prennent la poussière, les papiers qui s'accumulent. Chacun de ces objets occupe non seulement un espace physique, mais aussi un espace mental. Ils demandent à être rangés, nettoyés, pensés. Ils exercent une pression subtile sur notre attention, même quand nous ne les regardons pas. Les retirer allège quelque chose en nous, quelque chose de plus que l'espace libéré dans le placard. Une femme décida un jour de vider sa maison de tout ce qu'elle n'utilisait pas vraiment. Elle commença par les objets évidents, les cartons jamais ouverts depuis le dernier déménagement, les vêtements qui n'allaient plus, les cadeaux gardés par culpabilité. Puis, elle alla plus loin, questionnant chaque objet.
Est-ce que je l'utilise? Est-ce qu'il me rend heureuse? Est-ce qu'il a sa place dans la vie que je veux vivre? Ce processus prit des mois, et à mesure que la maison se vidait, quelque chose d'étrange se produisait en elle. Elle se sentait plus légère, plus claire, plus présente. Comme si en retirant les objets superflus, elle avait aussi retiré quelque chose qui pesait sur son esprit. L'espace extérieur avait créé un espace intérieur. Ce retrait peut concerner nos engagements, les activités que nous maintenons par habitude ou par obligation, sans qu'elles nous nourrissent même ou qu'elles nous nourrissent vraiment. Les réunions qui auraient pu être des courriels, les projets que nous n'avons plus envie de poursuivre, les responsabilités que nous avons assumées sans les avoir vraiment choisies. Chaque engagement est un prélèvement sur notre temps et notre énergie. Certains en valent la peine, ils nous font grandir. Ils servent ce qui compte pour nous, ils nous connectent à d'autres. D'autres nous vident sans rien nous donner en retour. Apprendre à distinguer les uns des autres est un apprentissage essentiel. Dire non est difficile. Nous avons peur de décevoir, de passer pour égoïste, de rater quelque chose, d'être exclu. Mais chaque oui que nous disons à quelque chose qui ne nous nourrit pas est un non que nous disons à quelque chose qui pourrait nous nourrir. Notre temps est limité, notre énergie est limitée. Ces ressources précieuses méritent d'être protégées, investies avec discernement, données à ce qui compte vraiment. Un non prononcé avec clarté et respect n'est pas un rejet, c'est une affirmation de ce qui est essentiel pour nous. Ce retrait peut concerner nos consommations, le flux d'informations que nous absorbons passivement, les réseaux sociaux que nous consultons compulsivement, les divertissements que nous utilisons pour fuir plutôt que pour nous nourrir. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question de quantité, de qualité, de conscience. Que laissons-nous entrer en nous? Avec quelle attention? Dans quel but? Il fut un temps où l'on choisissait activement ce qu'on lisait, ce qu'on regardait, ce qu'on écoutait. Aujourd'hui, le contenu vient à nous. Nous ne choisissons plus vraiment, mais nous sommes choisis. Notre attention est devenue une ressource que d'autres exploitent. Reprendre le contrôle de ce que nous laissons entrer est un acte pour retrouver la maîtrise de soi, en devenant des gardiens de notre propre seuil. Ce retrait peut concerner nos pensées elles-mêmes, les ruminations qui tournent en boucle sans jamais aboutir, les inquiétudes pour des choses sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, les jugements sur nous-mêmes et sur les autres qui ne servent qu'à nous contracter, les projections dans un futur qui n'existe pas encore. Tout cela remplit l'esprit d'un bruit qui empêche d'entendre quoi que ce soit d'autre. Nous ne pouvons pas commander à nos pensées de cesser. Quiconque a essayé sait que cela ne fonctionne pas. Tenter de ne pas penser à quelque chose nous y fait penser davantage. Mais nous pouvons changer notre relation à nos pensées, les observer sans les suivre, les laisser passer sans nous y accrocher, reconnaître qu'une pensée n'est qu'une pensée, pas une vérité, pas une obligation, pas nous-mêmes. Cette distance crée de l'espace. Elle permet aux pensées d'exister sans nous envahir complètement. Un vieux sage comparait l'esprit à un ciel dans lequel passent des nuages. Les nuages vont et viennent. Certains sont légers, d'autres sont sombres et menaçants. Mais le ciel reste toujours le ciel, vaste et ouvert, inaffecté par ce qui le traverse. Nos pensées sont comme ces nuages. Elles passent. Elles ne sont pas le ciel. Nous ne sommes pas nos pensées.
Cette reconnaissance simple peut être profondément libératrice. Elle crée un espace entre nous et le contenu de notre esprit, un espace où le repos devient possible, même au milieu de l'agitation mentale. Tout cela, le retrait des objets, des engagements, des consommations, des pensées, ne se fait pas en un jour. Ce n'est pas un grand ménage radical, une purge brutale qui viderait tout d'un coup. Ce genre de violence contre soi-même produit rarement des résultats durables. C'est plutôt un mouvement progressif, patient, attentif. Regardez ce qui est là, questionnez ce qui mérite de rester. Laissez partir ce qui n'a plus de raison d'être. Non pas tout à la fois, mais un peu chaque jour. Non pas par ascèse ou par devoir, mais par désir d'espace, par soif de respiration. Et il n'y a pas de formule universelle. Ce qui encombre l'un peut être précieux pour l'autre. Ce qui nourrit l'un peut vider l'autre. Le discernement est personnel. Il demande de se connaître, de s'écouter, de s'observer honnêtement. Qu'est-ce qui me pèse vraiment? Qu'est-ce qui me manquerait si je le lâchais? Qu'est-ce que je garde par peur et non par choix? Ces questions ne demandent pas de réponses immédiates. Elles demandent d'être portées, méditées, laissées mûrir, jusqu'à ce que la clarté vienne. Ce qui se révèle quand nous retirons peut nous surprendre. Le vide que nous craignons n'est pas le néant. Il n'est pas l'absence de tout. Il est au contraire plein d'une présence particulière, la présence de ce qui était là depuis toujours, mais que l'encombrement nous empêchait de percevoir. Dans le silence, on commence à entendre. Dans l'espace, on commence à voir. Dans le repos, on commence à sentir. Ce qui semblait être un manque se révèle être une ouverture. Les traditions contemplatives ont toujours su cela. Le silence n'est pas l'absence de son, il est la présence de l'écoute. L'espace n'est pas l'absence d'objets, il est la présence de la disponibilité. Le repos n'est pas l'absence d'activité, il est la présence de l'être à lui-même. Ce que nous fuyons comme un vide terrifiant peut devenir, si nous osons l'habiter, un lieu de ressourcement profond. Certains ont fait cette découverte par accident, forcés par les circonstances à s'arrêter. Une maladie, une perte, un effondrement. Dans ce vide imposé, ils ont d'abord connu l'inconfort, l'agitation, la sensation de manque, l'habitude du plein qui réclamait sa dose. Puis, progressivement, quelque chose d'autre, un apaisement, un élargissement, la découverte que le vide n'était pas vide, qu'il était habité d'une qualité de présence que l'agitation rendait impossible, que dans ce silence, quelque chose pouvait enfin se déposer, se clarifier, se régénérer. D'autres font cette découverte par choix, en s'accordant délibérément des moments de retrait, une marche silencieuse, une heure sans écran, une journée sans agenda, une retraite loin du bruit. Ces espaces choisis ne sont pas des fuites, ils sont des retours. Des retours à soi-même, à ce qui compte, à ce qui est vivant sous les couches d'accumulation. Ils ne résolvent pas tous les problèmes, mais ils créent les conditions pour que les problèmes puissent être vus clairement et parfois se dissoudre d'eux-mêmes. Le vide habité n'est pas un lieu où il ne se passe rien. C'est un lieu où tout peut se passer, parce que l'espace existe pour l'accueillir. La disponibilité, l'ouverture, la capacité de recevoir ce qui vient sans savoir d'avance ce que ce sera. Cette qualité d'être est précieuse et nous l'avons largement perdue. Nous sommes tellement occupés à remplir que nous avons oublié ce que c'est que d'être vide, vide comme un vase
qui peut recevoir, vide comme une pièce qu'on peut habiter, vide comme un silence qu'on peut écouter. Un enseignant demandait à ses élèves de pratiquer ce qu'il appelait la pause sacrée. Avant chaque action importante, avant de répondre à un message, avant d'entrer dans une réunion, avant de prendre une décision, s'arrêter un instant, une respiration, pas plus. Juste assez pour créer un espace entre le stimulus et la réponse, entre l'impulsion et l'action. Dans cet espace minuscule, disait-il, réside notre liberté. Sans lui, nous sommes des automates réagissant mécaniquement à ce qui nous arrive. Avec lui, nous devenons des êtres capables de choix conscients. Ces pauses ne ralentissent pas la vie, elles l'approfondissent. Elles ne nous font pas perdre du temps, elles nous font gagner de la présence. Elles ne diminuent pas notre efficacité, elles transforment notre agitation dispersée en action concentrée. Paradoxalement, en faisant moins, on accomplit souvent plus. En s'arrêtant, on avance mieux. En vidant, on se remplit de ce qui compte vraiment. L'espace dont il était question ici ne se crée pas en ajoutant des mots, mais en les retirant. Le silence ne s'enseigne pas en parlant davantage. Alors ces réflexions touchent maintenant à leur fin. Non pas parce que tout a été dit, mais parce que l'essentiel a peut-être été suggéré et que le reste appartient à chacun. Une image reste, celle d'un vase qui a longtemps débordé et qui peu à peu retrouve de l'espace. On a cessé d'y verser, sans réfléchir. On a laissé une partie de son contenu s'évaporer. On a peut-être retiré délicatement quelques pierres qui prenaient trop de place. Et maintenant, il y a à nouveau de la marge. Le vase peut à nouveau recevoir, non pas tout ce qui passe, mais ce qui mérite d'y être. Non pas n'importe comment, mais avec discernement. Non pas jusqu'au débordement, mais jusqu'à ce point de plénitude qui laisse encore de l'espace pour respirer. Ce vase, c'est chacun d'entre nous qui avons connu le trop-plein et qui cherchons, peut-être maladroitement, à retrouver un peu d'espace. Cette quête n'est pas égoïste, elle n'est pas un luxe. Elle est la condition pour pouvoir donner quoi que ce soit aux autres, pour pouvoir recevoir quoi que ce soit de la vie, pour pouvoir être présent à quoi que ce soit qui compte. On ne peut pas verser d'un vase vide, dit le proverbe, mais on ne peut pas non plus recevoir dans un vase qui déborde.